Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. On parle de tourisme en Abitibi-Ouest, surtout, on en parle beaucoup pour de l'Abitibi-Témiscamingue, mais on va se concentrer sur notre coin de région ici, en Abitibi-Ouest, et des sites touristiques et autre chose également avec mon invité de la MRC d'Abitibi-Ouest, Mme Mylène Noël. Madame Mylène, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est vrai qu'on parle beaucoup de tourisme. On en parlait souvent il y a quelques années passées. On en parlait de touristes estivales. Oui. Et puis après ça, on s'est aperçu que l'hiver, on pouvait en faire aussi beaucoup. Donc, on a joint l'hiver à ça. On a joint les couleurs d'automne, etc. On a tout fait ça. Fait qu'aujourd'hui, on peut se permettre d'en parler 12 mois par année. Oui, ça se passe tout au long de l'année, au fil des 4 saisons. On a des activités touristiques à proposer, même chez nous en Abitibi-Ouest. Oh oui, exactement. Parce que, oui, puis quand on fait le tour, il y en a beaucoup aussi chez nous. L'offre est grande et diversifiée. Et voilà, exactement. Moi, si je vous demandais, plan d'action pour le développement touristique, ça, c'est nouveau? C'est pas nouveau, non. Mais on est dans une refonte de notre plan d'action. Donc, notre plan d'action arrivait à échéance en 2022. On est dans une démarche présentement qu'on appelle le SMED Lab. Le SMED, c'est le système de mesure d'excellence des destinations. Et lab pour laboratoire. Donc, on est présentement dans un laboratoire en consultation publique avec des gens, des intervenants de première ligne. On va parler de stations d'essence, épicerie, pharmacie, tout ce qu'un touriste peut avoir besoin comme service quand il vient nous visiter. Ensuite, on est aussi en consultation avec les attraits, les festivals, les événements, les gens qui sont des fournisseurs d'activités d'attraits. Puis, on va rencontrer aussi les gens du milieu municipal, donc les opérateurs dans les municipalités, ceux qui sont propriétaires d'infrastructures aussi, parce qu'en Abitibi-Ouest, on a beaucoup de municipalités qui sont responsables de sites et attraits touristiques. Donc, on les consulte. Évidemment, ben là, on va vouloir consulter la population sur ça pour savoir ce qu'on fait. C'est un peu un plan pour vanter notre Abitibi-Ouest au point de vue touristique, puis c'est correct. Oui. Parce que c'est un plan qu'on informe les gens. Oui. Venez chez nous, on a ça à vous montrer. Oui. Est-ce que c'est un peu ça? C'est un peu ça. Puis c'est aussi de dire qu'on veut connaître la réalité des gens qui opèrent dans l'industrie touristique. C'est-à-dire que moi, je peux être dans mon bureau à planifier des activités ou penser que je veux recevoir telle clientèle ou que le tourisme d'affaires, c'est bien, ou le tourisme hivernal ou la motoneige ou peu importe. Mais si je suis pas collée à la réalité des gens qui reçoivent les visiteurs, ben, je donne un petit peu des coups d'épée dans l'eau. Donc, le but, là, c'est d'aller sur le terrain à la rencontre de mes intervenants de première ligne, de seconde ligne, et ainsi de suite. Puis de dire, vous, c'est quoi votre réalité? C'est qui les gens qui viennent vous voir? Puis ensemble, ben là, définir les enjeux, voir les actions qu'on peut poser parce que c'est une histoire collective. Le tourisme, c'est interdépendant. Tout le monde doit collaborer pour y arriver. C'est pas moi toute seule dans mon bureau qui va faire en sorte que les gens vont visiter l'Abitibi-Ouest. Donc, j'ai vraiment besoin de la part de tout le monde de venir travailler ensemble pour dire, ben, on a une super de belle région. On a beaucoup à offrir. Maintenant, comment on le présente et qui on veut qui vienne nous voir? Est-ce qu'on peut dire qu'on est après reconfigurer le tourisme? Est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? Ça veut dire pendant des années, on disait aux gens ce que l'on avait, mais peut-être pas sans aller à la rencontre des gens, à savoir qu'est-ce que vous voulez aussi également. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on est après reconfigurer ça? Tout à fait. Pendant des années, on avait une culture de tourisme au Québec de dire le gouvernement, le ministère du Tourisme va donner ses grandes lignes, ses grandes priorités, ses plans d'action. Ça descendait ensuite aux régions. Et la région de l'Abitibi-Témiscamingue, via l'association touristique, disait, bon, ben nous, notre action cette année, nos grands produits, c'est ça, ça et ça. Puis ensuite, ben ça redescendait dans les territoires de MRC. Sauf qu'on sait pertinemment que nos 5 territoires de MRC en Abitibi-Témiscamingue, ben, on a toute une identité vraiment très différente. Donc, parfois, ben, ce qui était proposé collait pas nécessairement avec notre réalité de territoire. Donc là, ben, on travaille un peu à l'inverse, c'est-à-dire on part de nos besoins. Nous, on va dire à l'association touristique, chacun des territoires, parce que la démarche qu'on entreprend se fait aussi sur des autres territoires de MRC, ben voici nos priorités, nos enjeux, et eux vont bâtir leur plan d'action régional en fonction de la réalité de chacune des territoires, puis va travailler
de beaucoup plus près avec nous et les attraits pour pouvoir faire en sorte que la destination Abitibi-Ouest soit bel et bien reconnue, mais la destination Abitibi-Témiscamingue puisse rayonner en dehors du Québec. Est-ce que ça veut dire que vous, quand on parle de la MRC d'Abitibi-Ouest, oui, chez nous, et vous êtes en charge du tourisme à cette MRC, est-ce qu'on peut dire que vous travaillez conjointement avec Tourisme oui, Abitibi-Témiscamingue oui, et vice-versa? Oui. Tourisme Abitibi-Témiscamingue a besoin des régions, a oui, besoin des coins qui sont chez nous, des MRC. Tout à fait. Donc, ils sont partie prenante de la démarche. Voilà. Ils ont assisté avec nous dans les premières rencontres qu'on a eues hier. On en a d'autres vendredi. Donc, les gens participent avec nous à entendre ce que les gens ont à dire. Donc, j'ai des professionnels de tourisme à Abitibi-Témiscamingue qui sont avec moi. On a des professeurs du Centre d'excellence des destinations, qui est une organisation spécialisée dans ces démarches-là de reconfiguration, d'évaluation des potentiels touristiques des régions. Puis, c'est vraiment unique, là, la démarche qu'on est en train d'entreprendre. Donc, c'est positif. On prend une pause pour dire, voici ce qu'on a, voici nos enjeux, voici nos préoccupations. On sort d'une pandémie. Oui. On doit revoir la façon de faire du tourisme. La figure du tourisme a changé au cours des 3-4 dernières années et c'est un monde qui évolue tellement rapidement qu'on n'a pas le choix de revoir nos pratiques parce qu'on a une pénurie de main-d'œuvre. Qui ne va pas se régler demain matin. On a des événements climatiques. Il y a plein de facteurs qui font en sorte que ça évolue très rapidement puis qu'on n'a pas le choix. On doit revoir comment on travaille ça puis comment on se présente aux autres. Parce que c'est sûr que la pandémie, ça, on le sait, on n'aime pas en parler trop, on veut l'avoir derrière nous. Elle est derrière nous au moment où l'on se parle, espérons qu'elle ne reviendra pas à l'avant, mais elle a fait mal. Mm-hmm. Alors, est-ce que pour les associations touristiques, que ce soit dans les MRC, que ce soit au niveau provincial, est-ce qu'on est après rebâtir, je parle de confiance et de site, on est après rebâtir quelque chose, puis tant qu'à le remettre sur pied, mais là, peut-être, comme vous avez dit, faire un plan nouveau pour faire plus, pour attirer plus. Exactement. L'industrie touristique a été une des premières impactées par la pandémie. On a été les premiers à fermer. On n'était pas des services essentiels. Et voilà. On a été les derniers à réouvrir parce qu'on n'était pas dans les services essentiels puis dans les trucs utiles. Sauf qu'on savait que les gens avaient besoin de voyager. Les gens avaient besoin de liberté pour pouvoir sortir de tout ça. On cherchait des grands espaces. On était une région privilégiée par le tourisme post-pandémie parce que les gens voulaient pas de monde, des grands espaces, des endroits où est-ce qu'on peut aller puis profiter de la nature. Voilà. On a tout ça chez nous en Abitibi-Ouest, en Abitibi-Témiscamingue. On est vraiment chanceux, mais on est aussi touché par la pénurie de main-d'œuvre. On est aussi touché par un paquet d'éléments qui fait en sorte que c'est difficile d'opérer des sites touristiques chez nous avec une saison qui est pas très longue, pareil comme ailleurs au Québec. Un paquet de facteurs comme ça. Donc, on n'a pas le choix. On doit se positionner pour dire comment on va travailler pour la suite des choses. Puis je pense que le momentum est là présentement pour faire ça. On sent que les gens sont mobilisés, qui ont un désir de faire quelque chose et ils veulent bien le faire pour pas vivre des situations où est-ce que c'est difficile de faire ça. Vous avez touché un point sensible, puis je voudrais juste revenir parce qu'il reste à peine 2 minutes. La pénurie de main-d'œuvre, c'est partout. Mais est-ce que chez nous, ici, on va prendre notre coin, là, Abitibi-Ouest, est-ce que c'est aussi frappant que ça en a l'air, autrement dit? Oui, c'est difficile de trouver des étudiants pour opérer dans nos sites saisonniers parce qu'ils partent à l'extérieur pour les études et tout ça. Peu reviennent. Donc, on a un exode de nos jeunes. On a des retraités des gens qui partent à la retraite qui sont difficiles à remplacer parce qu'ils faisaient un travail depuis un certain nombre d'années, qui n'ont pas été remplacés rapidement ou qui n'ont pas eu un transfert de connaissances. Puis, on a beaucoup moins de gens sur le marché du travail. Donc, c'est effectivement très difficile d'aller combler le manque à gagner. Puis, les études le prouvent. Là, tous les chiffres sont là pour dire c'est pas demain matin que ça va arrêter. On se doit d'être très innovant, créatif dans nos heures d'opération, dans la façon dont on va offrir les services, les visites. On veut des services accessibles 7 jours sur 7, des choses comme ça, mais on n'a pas nécessairement tout le temps les gens pour le faire. Je me souviens très bien, il y a quelques décennies passées, et même peut-être une décennie seulement, les étudiants qui partaient de notre région allaient étudier à Montréal ou à Québec, revenaient durant l'été en région.
maintenant, reviennent de moins en moins parce que se trouve de l'emploi. Exact. Mettons qu'ils sont à Montréal, qui vont se trouver de l'emploi à Montréal pour pouvoir étudier et travailler durant l'année scolaire. Exactement. Donc, restent là aussi durant l'été. Fait que c'est pour ça qu'à ce moment-là, ils ne reviennent pas dans notre... Nécessairement. Puis, il y en a beaucoup aussi qui veulent travailler dans leur domaine d'études. Donc, voilà nos aussi. gens qui bénéficiaient d'étudiants qui voulaient gagner de l'expérience, quand on voulait garnir notre CV, là, il y a une dizaine d'années, ou même moi, quand j'étais plus jeune, on disait, on va faire ça, ça va me donner beaucoup d'expérience. On voit plus beaucoup ça aujourd'hui, là. Les jeunes, ils veulent travailler dans leur domaine d'études rapidement, faire des sous rapidement. Ils ont beaucoup de dépenses, puis c'est normal. les âges ont changé, il faut s'adapter à tout ça. Madame Noël, on a presque plus de temps, mais chez nous, on parle d'Abitibi-Ouest, Oui. on a plusieurs sites touristiques à Chazelle, entre autres. Chazelle se La maison développe. Turgeon. Oh mon Dieu, puis ça se développe avec des terrains de Camping, etc. la route du patrimoine forestier. Chazelle a une très belle offre Oui. touristique. Puis on a le Grand Héron aussi qui est tout à près. proximité. À La Sarre, il y a beaucoup de sites touristiques. On a aussi la montagne à Fred. Il y a le parc Aiguebelle du côté de Tachereau, si on veut rester en Abitibi-Ouest. Il y en a tellement. L'offre est grande et diversifiée. Moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est passer nous voir au bureau d'information touristique à partir de la mi-juin, se procurer la carte des attraits touristiques, des points d'intérêt, des choses qu'il y a à faire, puis aller à la rencontre de ce qui se passe sur le territoire, à la rencontre des gens, puis découvrir ou redécouvrir les attraits, puis les partager avec leur famille, amis, visiteurs. Donc, il y a vraiment beaucoup à faire. Madame Noël, merci infiniment. Ce fut très intéressant. Puis bonne saison touristique. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on revient immédiatement après. Restez avec nous. Il nous revient en force du 27 de mai au 3 juin prochain. Il en sera à sa 19e édition. Je parle bien sûr de la 19e édition du Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue. Alors, pour nous en parler, je reçois le président de ce festival et grand connaisseur et amateur de musique, M. Jean Royal. Monsieur Jean, bonsoir. Bonsoir, Gaby. C'est toujours un plaisir et je tiens à vous remercier d'être présent à cette émission. Et c'est toujours un honneur de vous recevoir. Moi, des experts en musique comme vous, là, j'en ferai des émissions à la journée longue avec ça. Je te remercie, Gaby. Puis moi aussi, nous aussi, le Festival des guitares du monde, on remercie les gens de ton équipe pour nous recevoir à chaque année. C'est toujours un plaisir pour nous autres aussi de venir ici puis de parler de notre événement. Exactement. Mais il y a juste un petit hic, mon ami Jean, c'est que je suis heureux, mais je suis aussi quelque peu nostalgique parce qu'à toutes les fois que je reçois Jean Royal, c'est notre dernière émission de la saison. Fait qu'on est heureux, nostalgique un peu, mais seulement que de toute façon, vous êtes toujours le bienvenu. Mais c'est la dernière émission de Info 9 pour la saison 2022-2023. Monsieur Jean, on va parler du festival, c'est sûr. Oui. C'est du 27 de mai au 3 juin. Moi, je vais vous laisser aller un peu avec la programmation, parce que si on s'entrecoupe un peu, on va manquer de temps. Fait que, puis je sais qu'il y a une programmation qui est vraiment extraordinaire. En fait, oui, effectivement, 19e année, c'est comme... Puis, avec un retour, là, vraiment un peu plus, puis pas mal plus à la normale. À la normale. Que les 3 dernières années. Ce qui était le festival qu'on a connu avec M. Vézina et vous-même et compagnie. Et voilà, parce qu'on peut dire que la dernière vraiment édition normale était en 2019. Après ça, en 20, on sait qu'est-ce qui s'est arrivé. Alors, tranquillement, l'année passée, on a tenu notre événement. On a tenu 2 en l'espace de 6 mois. Un en octobre. Exactement. 21, en octobre, oui, exactement. 21, oui. Puis en 21. En mai, 22. Alors, c'est pourquoi qu'on est très heureux de pouvoir présenter cet événement-là, enfin, pour permettre à des artistes de pouvoir se produire à notre événement. Puis Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Mais qu'est-ce que ça fait, M. Jean, après 2 années difficiles, c'est sûr, de revenir en grande, comme on dit, de revenir à l'ancien modèle qui a connu tant de succès et qui en connaîtra encore aussi, j'en suis persuadé. Qu'est-ce que ça fait pour l'équipe? En fait, honnêtement, ça a permis quand même, ce 2 ans, même 3 ans, 3 ans, on peut dire 3 ans, oui. A permis de
réfléchir un peu à la suite. Parce que quand on organise un événement de façon par automatisme, chaque année, à un moment donné, ça ne nous permet pas de se poser, puis de s'arrêter, puis de dire, OK, là, où on va, puis où on sera dans 5 ans, dans 10 ans. Alors, je pense que c'est important parce que en 20 ans, il s'en passe des choses. Hein. De faire une rétrospective. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a des corrections à faire, qu'on le veuille ou non, là, il y en a, parce que c'est pas qu'on s'endort dans l'habitude, mais sauf que ça devient automatique. Oui, parce qu'un événement doit se réinventer de toute façon. Exactement. C'est sûr que, comme je dis, les années ont fait en sorte qu'on s'est bâti une notoriété, on s'est bâti un réseau de partenaires qui nous supportent financièrement, parce que c'est ça, un festival, quel que soit l'événement, si tu n'as pas de partenaire pour t'aider à réaliser ça, ben, tu n'es pas capable de faire venir des artistes, tu n'es pas capable de les payer. Voilà, alors ça, c'est une chose. Puis l'autre chose, ben bon, on sait aussi que l'évolution, en fait, du marché du spectacle, si on veut, il y en a une, tu sais, parce que, bon, il y a 20 ans, on était tous plus jeunes, tu sais, nous, on a des gens qui participent au festival depuis le début, ils ont aussi pris de l'âge, puis qu'éventuellement, sont moins portés à sortir. Les gens consomment différemment la culture aujourd'hui, alors il faut s'adapter à ça, tu sais, le fait d'avoir intégré un peu de virtuel dans notre événement, par la force des choses, avec la pandémie. Ça nous a permis de s'extérioriser, je parle au niveau planétaire, par l'entremise des réseaux. Et ça vient dire, parce que la pandémie a quand même apporté des choses positives. Oui, effectivement. Puis là, on se dit, mais regarde, on peut faire ça comme ça. Oui, tout à fait. Mais en même temps, c'est ça. Fait que c'est ça. Comme je dis, ça nous a permis de s'asseoir, de se réorienter. Le festival était bâti de façon bénévole. Hein, au début, c'était tout ce qui était fait au festival était fait bénévolement. Oui. Mais aujourd'hui, c'est plus possible de faire ça. Aujourd'hui, ça prend une équipe, ça prend une permanence, ça prend des gens qui sont dédiés à ça, qui sont rémunérés aussi. Oui. Alors, ça aussi, ça nous oblige à réfléchir sur l'avenir. Puis pour qu'un événement puisse vivre et survivre pendant des années, ben ça prend ça. Ça prend une structure, puis souhaiter que ça va faire. Et de la correction, puis ne pas avoir peur d'innover non plus. Tout à fait. Absolument. Puis il faut aussi ne pas trop se dénaturer. Alors, nous sommes un événement de niche, c'est-à-dire qu'on est un festival de niche parce que c'est la guitare qui prime. La guitare nous permet d'aller dans tous les styles, comme on va le faire cette année. Alors, on a encore une belle programmation avec des... On a aussi ajusté en termes de spectacles. On est dû aller jusqu'à 22 spectacles en salle. Alors là, on s'est ajusté à l'entour de 15 ou 16. Alors, histoire aussi de permettre à nos festivaliers de nous suivre. Il y a ça aussi, exactement. On n'est pas à Montréal, on est quand même en Abitibi. Fait qu'on est chanceux. On est chanceux parce que les gens sont vraiment attachés à notre événement. Alors, Monsieur Jean, on va passer à la programmation. Je vais vous laisser aller avec ça, parce que vous les connaissez mieux que moi. Je suis persuadé. On les travaille depuis quand même 1 an. Je ne les ai pas tous dans la tête de façon, mais en mémoire, il reste que... On sait que le festival, c'est du 27 mai au 3 juin cette année. On revient avec, comme je dis, la formule dans nos 3 salles. Là, cette année, on a la chance de pouvoir utiliser notre salle mythique, qui est l'Agora des Arts, qui a été rénovée de A à Z. Alors, on sera le premier événement à utiliser cette nouvelle installation-là. Alors, ça va permettre de présenter des beaux spectacles, entre autres, comme le 27 mai, avec Good Lovelies, un trio de femmes qui font dans le folk, qui seront là avec nous le 27 mai à l'Agora des Arts, qui est la scène Hydro-Québec. À chaque fois que je parle de la scène de l'Agora des Arts, c'est Hydro-Québec. C'est Hydro-Québec. Alors, beau spectacle à voir à 18h, Good Lovelies. Le même soir, nul autre que Daniel Lanois, qui nous revient après plusieurs années, mais avec une formule en trio, avec des musiciens. Alors, pour ceux qui connaissent Daniel Lanois, on sait que c'est un grand du monde de la musique, un petit gars du Québec qui est venu au monde à Hull, et puis qui a travaillé avec les grands comme nul autre que U2, Peter Gabriel, Bob Dylan, Willie Nelson. Quand tu partages la scène avec des artistes de même, là. C'est ça. Daniel Lanois, c'est un créateur, un musicien extraordinaire, mais aussi un producteur, puis il sait s'entourer, puis
les gens, ils font confiance énormément lorsqu'il vient le temps de monter des projets musicaux. On est rendu, dimanche 28 mai, 12 guitaristes sur scène, Forestare, qui est vraiment un incontournable dans un festival des guitares du monde, avec en tête Alexandre Etier, qui est déjà venu dans le passé sur différents projets. Alors, ils nous reviennent cette année du côté, encore une fois, de la scène Hydro-Québec, qui est l'Agora des Arts, à 18h. Mais quand on parle de 12 guitares sur une scène, ça doit être fantastique. Ben, le son est fantastique. Ben oui, exactement. C'est tous des professionnels. Oui. Alors, ils se font 13 parce qu'il y a une contrebasse qui accompagne cette quantité de guitares, de 12 guitares. Alors, ça sera un spectacle à voir et à ne pas manquer. Puis, juste rapidement, je dis aux gens, allez sur le site du festival, fgmat.com. Vous allez voir toute la programmation sans problème. Puis on parlera d'autres aspects de la programmation. Alexandre Dacosta, qui est un des grands violonistes à travers le monde. Alors, Alexandre sera avec nous du côté du Centre des congrès à 20h30. Lui-ci arrive avec une formation et je parle d'un groupe de musiciens. Puis il va faire dans le classique baroque son spectacle. Alors, c'est vraiment un grand des grands. Il faut pas manquer ça. Exactement. Lundi 29 mai, on fait une visite. En fait, on a de la visite de l'Europe, de France, avec Arnaud Dumont, qui est un grand guitariste classique, mais aussi, il est accompagné de Elena San Roman, qui va apporter sa touche flamenco à cette programmation-là, ou à ce spectacle-là. Ça sera le lundi 29 mai du côté encore une fois, de l'Agora des Arts, la scène Hydro-Québec. Programme double en soirée au Centre des congrès avec Jamie Dupuis, un petit gars de Newnesburg. Mais qui est vraiment un guitariste qui arrive avec un instrument assez particulier qu'on appelle une guitare harpe. C'est vraiment, vous allez voir, c'est dur d'expliquer visuellement, mais c'est une guitare, mais avec comment je dirais ça, un autre manche qui vient ajouter un nombre de cordes. Alors, c'est vraiment un style assez particulier. Puis il va être, quand je dis programme double, c'est que Garrett Pearson va l'accompagner. Alors, lui-ci, un gars des Royaumes-Unis, qui vient d'Angleterre, qui a gagné plusieurs prix à travers le monde, puis il est vraiment reconnu comme un joueur extraordinaire. Dans le finger picking, c'est vraiment le style, quand je parle de Tommy Manuel, c'est des gens qui jouent sans pic, en fait, juste avec les doigts. Juste avec les doigts. Alors, la manche, la guitare, tout devient sujet à faire des beaux sons sur la guitare. Mardi 30 mai, Twanguero, qui est un Espagnol. Alors, on voit, c'est le Festival des guitares du monde. Alors, on visite toutes les nationalités. Oui, voilà. Alors, Twanguero, qui est vraiment... La musique aussi. Voilà. C'est son nom, en fait, son nom d'artiste, c'est Twanguero. Son vrai nom, c'est Diego Garcia. Alors, il nous vient d'Espagne avec un style latin. On peut comparer ça, c'est vraiment de la guitare latine. Là, on peut mettre plusieurs genres là-dedans. Plus tard, Johannes Lindted en soirée, de ce côté du Centre des congrès. Johannes Lindted, c'est aussi... c'est une soirée latine, en fait. Johannes Lindted, plusieurs gagnants de Juno. Il y a un gars qui vient d'Ontario, Toronto, natif de l'Ontario. Alors, il sera avec nous. Mercredi, le 31 mai, à Nora. C'est notre soirée Théâtre du Cuivre. Alors, le mercredi, on a un spectacle et ça se passe du côté du Théâtre du Cuivre. Alors, c'est une belle collaboration avec la ville de Rouyn-Noranda et le festival. Alors, Anora, qui est une voix magnifique, qui est une Québécoise d'origine, qui des influences de R&B Soul, qui sera, comment je dirais, je pourrais accompagner Amy Winehouse un peu. Fait que c'est vraiment un genre à découvrir Anora au Théâtre du Cuivre. Le jeudi 1er juin, une belle collaboration. On sait que on a des artistes fantastiques du côté des Premières Nations et on aura un bel exemple le 1er juin, un gars qui vient de Ushuaïa, Mayotenam, sur la Côte-Nord. Il s'appelle Scott Pienne-Picard, qui sera du côté du Petit Théâtre cette fois-ci. On commence les spectacles au Petit Théâtre à 18h. Alors, Scott Pienne-Picard, qui est d'origine, bien sûr, Innu, et qui marque beaucoup actuellement au Québec, partout, par son jeu. On se rappelle un petit peu à l'époque j'essaie de me rappeler les deux guitaristes autochtones, en tout cas. J'oublie le nom, mais qui ont marqué beaucoup la culture québécoise par leur genre et leur style aussi, avec la musique des Premières Nations. Et puis, on s'en va du côté du Centre des congrès avec nul autre que Louis-Jean Cormier.
qui s'en vient en spectacle. Louis-Jean Cormier, on connaît son talent de guitariste. Oui, puis tout un compositeur. Et voilà, aussi, un grand guitariste qui vient en solo alors qu'il nous présente son spectacle. Et il y aura en première partie de Louis-Jean Alexandre Picard, qui vient un petit gars de Rouyn-Noranda, qui maintenant fait carrière et il va faire, c'est lui qui va réaliser la première partie de Louis-Jean Cormier. Alors, puis Louis-Jean Cormier aussi, le 31, il est à la ville de Malartic au théâtre McLab. Absolument, oui, tout à fait. Une belle collaboration justement avec le théâtre McLab pour Louis-Jean Cormier. Vendredi, le 2 juin, on aura une soirée country à 18h du côté de la scène du Petit Théâtre avec Brittany Kennel, qui est originaire de Montréal, qui a été pendant plusieurs années du côté de Nashville, elle a étudié là-bas. Maintenant, elle est revenue, elle a le goût de faire carrière chez nous, au Québec et au Canada. Alors, Brittany Kennel, un beau spectacle country à voir. Pour les amateurs de blues, à 20h30 du côté du centre de congrès, qui est la scène des Jardins, en fait. Sue Foley, qui est une Canadienne, originaire d'Ottawa, qui a gagné plusieurs Juno. Qui a un blues solide, une dame qui a beaucoup de métiers. Alors, elle sera chez nous, à Rouyn-Noranda, pour nous présenter un magnifique spectacle de blues. Et puis, samedi le 3 juin, pour la dernière soirée, nul autre que dans la musique du monde, Jelly Tapa, qui a été reconnu comme artiste des musiques du monde Radio-Canada il y a quelques années, et qui sera du côté du petit théâtre du Vieux-Noranda. Alors, on visite un genre, en fait, une artiste originaire du Mali, en fait, qui est maintenant... qui a été connu sa nationalité canadienne, en fait, qui habite au Québec. Alors, Jelly Tapa qui tourne beaucoup actuellement, un peu partout, même en Europe, sera là. Et puis, on termine ça en grande avec nul autre que The Maverick, qui est un groupe country américain très, très connu dans le milieu. Du country, que ce soit en Ontario, au Québec, partout, en fait. Alors, les gens, c'est un show à voir, c'est sûr, mais ils sont chez nous, à Rouyn-Noranda, pour le Festival des guitares du monde. Alors, ça, c'est assez fantastique. Alors, c'est ça qui englobe la programmation. Encore une excellente brochette. Parce qu'il y en a de tous les genres, de tous les goûts. Tous les goûts. Exactement. Fait que les gens peuvent se faire des choix, ils peuvent venir, peuvent se procurer des billets à plus qu'un spectacle. On va encore une fois sur le fgmaté.com. Il y a un nouvel aspect au festival, c'est qu'on a maintenant une application. Alors, tu sais, quand on connaît, on parle d'application, c'est qu'on va sur Google Play ou Apple Store, puis on choisit l'application Festival des guitares du monde, qu'on met dans notre téléphone, on va recevoir des notifications. On est capable de voir constamment en temps réel qu'est-ce qui se passe au Festival des guitares du monde. Alors, c'est assez fantastique. Il reste à peine 2 minutes. Jean, on veut parler du Salon de Lutry. Oui, des nouveautés cette année. Bon, le Salon de Lutry, en fait, ça va se passer à l'Agora des Arts les 2 premiers jours du festival, le 27-28. Ça se passe sous la nouvelle Agora des Arts. Il y a une magnifique salle en dessous de la salle principale. Alors, pendant 2 jours, il y aura des luthiers qui seront là pour nous montrer leur talent, pour montrer comment on fabrique une guitare, montrer le résultat de leur réalisation. Alors ça, c'est fantastique. On revient encore avec le Guitarville, des spectacles en fin de soirée, dans les 2 derniers jours de la fin de semaine. On fait le tour des salles. Toutes les autres activités, bien sûr, des spectacles à midi. C'est réellement 8 jours là, extrêmes. Puis on vous félicite également. Puis toute l'équipe, je vous lève mon chapeau parce que c'est vraiment, encore une fois, une très belle projette. Et puis, on invite les gens au 19e Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue. C'est du 27 mai au 3 juin. Bien, merci à vous, encore une fois. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, vu que c'est la dernière émission de la saison 2022-2023, alors passez un bel été. Soyez surtout très, très prudents. Alors, au revoir et merci.